Zai Zai Radio. Bonjour, Daisy Le Tourneur. Nous sommes aujourd'hui au Salon du Livre de Montbron. Vous y êtes présente avec la librairie indépendante L'Île aux Images à Angoulême. Première question, moi je voulais que vous puissiez vous présenter par vous-même. Bonjour et merci de m'interroger, de m'interviewer. Je m'appelle donc Daisy Le Tourneur. Je suis une autrice et une militante trans et féministe. J'ai écrit un premier livre en 2022 qui s'appelle « On ne naît pas mec », qui est lui-même inspiré d'un blog que je tenais avant qui s'appelle La M'expliqueuse. C'est un livre féministe qui parle des masculinités et qui en parle d'un point de vue, depuis le point de vue d'une femme trans et lesbienne qui a beaucoup de choses à dire sur le sujet. C'est un livre que je veux être un livre de vulgarisation en fait, qui passe beaucoup de connaissances sur les études des masculinités, les études de genre, le féminisme, etc. Avec un angle particulier, avec de la pédagogie, avec de l'humour, avec aussi un peu de moi et d'anecdotes personnelles. Et ce livre a été adapté en 2025 en bande dessinée qui s'appelle donc aussi On ne naît pas mec, qui vient de sortir chez Steinkiss et qui a été dessiné par Shail Zalouski. Donc moi j'ai fait tout le travail d'adaptation en scénario de l'essai en BD. C'est un gros travail parce que c'est évidemment pas du tout la même chose, ça se raconte pas pareil, mais il se trouve que j'étais ravi qu'on me propose cette opportunité-là, puisque je suis une grande fan de bande dessinée en fait. J'ai toujours voulu en faire, donc c'est un petit rêve qui se réalise. Et je suis très très fière, très contente de cet album. Et voilà. Aujourd'hui, je suis à Angoulême depuis 2 semaines et pour une semaine encore parce que j'ai été sélectionnée pour participer à la résidence d'écriture L'Île aux Écrits organisée par la librairie L'Île aux Images. Alors justement, on va en parler. J'avais envie que vous vous définissiez aussi, que vous vous présentiez à travers l'un de vos livres. Donc finalement, vous l'avez fait de vous-même. Je vais transformer du coup un petit peu la question pour compléter votre portrait dans un premier temps. Est-ce que vous sauriez nommer un autre livre qui vous définiriez ou en tout cas qui vous parlerait particulièrement, peut-être une consoeur écrivaine ou peut-être un livre plus ancien qui vient faire écho à votre parcours à vous? Alors je pourrais en choisir beaucoup. Le premier qui me vient en tête, on va dire, c'est le livre d'une amie à moi qui s'appelle Maud Royer. Elle a écrit un livre qui s'appelle le Lobby transphobe, qui est sorti il y a 1 ou 2 ans, je crois. Qui en fait parle de la situation actuelle avec la montée d'un discours transphobe porté par différents milieux plutôt à droite, plutôt réactionnaires, parfois catholiques, parfois ça vient de la psychanalyse, etc. en France, et aussi plus globalement dans le monde, Trump, Poutine, etc. En fait, Maud, on se connaît parce que on fait partie des fondatrices d'une association transféministe qui s'appelle Toutes des femmes, dans laquelle on milite depuis 2020. Maud a une grosse expérience de militante, à la fois en asso, en parti, et elle nous a et ce livre en fait est extrêmement politique et c'est un peu un programme et un plan d'action contre la transphobie qui est
qui est, je crois, un peu le mien, celui qu'on essaye un peu de suivre chez toutes des femmes. Je crois que déjà, si vous lisez ça, ça vous dira peut-être pas beaucoup sur moi personnellement, mais ça vous dira un peu de quoi je parle. Alors justement, de quoi vous parlez, c'est aussi passer par l'écriture d'un blog. Cette façon d'écrire, en fait, de façon plus fractionnée, plus réactive aussi à l'actualité, etc. Est-ce que c'était une nécessité d'écrire aussi avec une autre temporalité qu'un essai? Oui, en fait, moi je blogue depuis très longtemps. Je l'ai fait comme journaliste il y a longtemps, notamment pour un magazine qui n'existe plus, qui s'appelait Fluctuate. C'était un magazine culturel, et donc j'écrivais tous les jours des petits billets sur la musique principalement, mais aussi sur la bande dessinée ou parfois le cinéma, etc. C'est vraiment un mode d'écriture en fait qui m'a j'ai commencé ça, j'avais 20 ans, et ça m'a, on va dire, contaminé, c'est-à-dire que j'avais toujours voulu écrire en fait, et j'ai beaucoup écrit dans ma jeunesse, et notamment des bandes dessinées, mais après je me lançais toujours dans quand j'étais gamine, je voulais faire des grandes sagas de science-fiction qui feraient des milliers de pages et 50 tomes, et en fait on les finit jamais. Et l'intérêt du blog, c'était un peu ok, en fait, on devient pas, je crois, écrivaine en écrivant d'abord la recherche du temps perdu. En tout cas, la plupart d'entre nous, vaut mieux commencer petit. Et puis, en fait, petit à petit, ce blog, La M'expliqueuse en particulier, que j'ai commencé en 2017, un article après un autre, ça commençait c'était le développement d'une pensée. Et quand on m'a proposé d'en faire un livre, ça m'a donné une base sur laquelle construire. Alors il n'y avait pas du tout assez de matériel sur le blog pour faire tout un livre, et même les choses que j'ai repris, en fait, je les ai pas mal réécrite pour le livre, parce que ma pensée avait évolué, et c'est pas très étonnant parce que quand même entre le début du blog et les sorties du livre, j'ai transitionné. Ça change pas mal de choses, ça change beaucoup mon point de vue, et du coup cette mécanique quand même de écrire un article, c'est quelque chose que je savais faire, j'avais l'habitude, et du coup face à la tâche de écrire un livre, je me suis dit en fait voilà la liste de tes chapitres, les sujets que tu veux aborder, que j'abordais vraiment comme des questions que je me posais moi-même. Pourquoi est-ce qu'on dit que les hommes sont immatures ou mûrissent plus vite, et du coup je me disais mûrissent plus tard que les femmes. Est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas une arnaque, etc. Et je réfléchissais à ça, voilà. Et ensuite je passais à la question suivante. Et ça m'a permis en fait d'arriver à écrire tout un livre entier qui, a priori, semblait une grosse tâche. En fait, en tout cas, j'ai plusieurs fois dans ma vie essayé d'écrire des livres, et puis j'ai beaucoup de livres jamais finis dans mes cartons. Mais celui-là, il se trouve que j'avais aussi un éditeur qui était intéressé pour le publier, donc forcément, ça motive un peu. Mais en tout cas, voilà, j'ai réussi, je l'ai sorti, et puis maintenant, j'arrive à penser un peu plus grand, mais ça a commencé par des petits chapitres, quoi. Alors on va rebondir très vite en fait sur cette résidence à Angoulême, mais juste avant en fait vous avez évoqué le fait que vous écriviez, ou en tout cas vous aviez ces projets de bande dessinée fut un temps. C'était côté scénario, côté dessin, et qu'est-ce qui vous a... Enfin, jusqu'où vous êtes allé justement dans ce travail de recherche, et qu'est-ce qui vous a empêché d'aboutir, puisque vous disiez que vous aviez très très envie, et que finalement cette adaptation a été non pas un déclencheur, mais en tout cas une superbe opportunité.
En fait, c'était vraiment une activité d'ado slash jeune adulte, la bande dessinée, que je faisais à la fois certaines bandes dessinées totalement seule, que c'est surtout ce que j'ai fait la plus grande partie de mon adolescence, toute seule à mon bureau dans ma chambre, à dessiner des pages et des pages de bandes dessinées, inspirées de comics et de mangas, avec des héros qui avaient des pouvoirs et tout. Et puis après, petit à petit, j'ai rencontré, notamment via Internet, des dessinateurs avec qui j'ai pu collaborer un peu. Du coup, on a fait totalement amateur des trucs qui n'ont jamais été publiés. J'avais un petit site sur lequel j'avais publié quelques BD, mais ça n'a jamais été vu par grand monde en fait. Mais j'ai fait des centaines de pages de BD qui sont dans des cartons quelque part chez moi, et puis quelques dizaines aussi que j'ai fait en tant que scénariste à l'époque. Et puis en fait, les années passant, il a fallu que j'ai un travail, notamment ce travail de journaliste, d'écriture, qui me prenait en fait beaucoup plus de temps, puis j'ai eu un enfant, etc. J'ai eu des tafs à plein temps, j'avais beaucoup moins le temps finalement pour la bande dessinée, qui est vraiment une activité très, très chronophage quand on dessine soi-même en tout cas. Et du coup, voilà, quand je me suis mise au blog, il n'était pas question de faire un blog BD, parce que je savais que j'arriverais pas à tenir le rythme en fait, et je suis très critique avec mes propres dessins. Alors il y avait quelques dessins sur le blog et qui se retrouvent dans l'essai, mais c'était pas toute une BD tout dessinée, etc. Mais en tout cas, c'est clair que l'envie de la BD, elle a toujours été là, et j'ose espérer que ce sera pas la dernière BD que je publierai. Alors là, la résidence en partenariat avec les Livres aux Images, c'est leur première résidence en autofinancement. Il y avait cette envie vraiment, en tant que librairie indépendante, de rester indépendante pour pouvoir faire le choix aussi de l'autrice qu'elles avaient envie de voir accueillie dans l'appartement qui est au premier étage de la librairie. Ça, c'était extrêmement important pour elles. Et puis aussi de porter la parole d'une autrice qui puisse être engagée, qui puisse être militante. On a compris donc que c'était pas pour une bande dessinée que vous étiez venu pour cette résidence de 3 semaines à Angoulême. Alors, est-ce que vous pouvez nous parler du projet qui est actuellement en écriture ? Oui, c'est une super opportunité pour moi en fait, cette résidence d'écriture, parce que ça fait 1 an et demi à peu près que j'ai signé avec un éditeur qui s'appelle Divergence, pour écrire un livre qui s'appellera L'obsession transphobe, si en tout cas on ne change pas de titre d'ici là, et qui porte donc sur la transphobie. C'est un essai très politique, parce que c'est un sujet qui actuellement, il a toujours été très politique, mais en plus aujourd'hui il est vraiment très mis en avant et très instrumentalisé par l'extrême droite, par les réactionnaires de tout poil, à travers le monde et en France aussi. Alors, je vous ai parlé tout à l'heure du livre de Maud Royer, Le lobby transphobe. Donc, faut pas confondre les 2 titres, mais l'idée, c'est quand même de aussi faire quelque chose de très politique. Pendant assez longtemps, l'histoire on va dire, la littérature trans, d'abord, les personnes trans ont simplement eu le droit de publier des témoignages, de raconter leur vie, comment elles ont transitionné, comment elles en sont venues là, etc. C'était quelque chose auquel on n'avait pas trop le choix finalement d'écrire sur autre chose que ça, parce que c'était la seule chose qui semblait intéresser les personnes cisgenres venant de notre part. C'était un peu de satisfaire leur curiosité. Il y a des livres plus ou moins bons qui ont été écrits sur ce mode-là. Je ne dis pas qu'on ne peut
pas faire des bonnes choses sous la forme du témoignage, mais dans les faits, c'est quand même, c'est toujours une limitation. Ensuite, on a commencé à avoir une vague de livres qui parlaient davantage de choses très basiques sur voilà ce que c'est la transphobie, pourquoi on a des droits, on mérite d'avoir des droits, comment il faut s'adresser à nous, c'est important de respecter les pronoms de la personne, de ne pas utiliser son dead name qui est son ancien prénom, des choses un peu comme ça. Et qu'est-ce que c'est une personne non binaire et qu'est-ce que voilà. Et je pense que c'était nécessaire aussi, mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui on peut et on doit aller davantage sur un terrain politique, tout simplement parce que la politique, elle est en train de s'occuper de nous. Il y a beaucoup de politiques transphobes et c'est à nous de développer un discours, parce qu'on a développé un discours, notamment en militant et en réfléchissant, en observant simplement ce qui se passe. Je crois qu'aujourd'hui, la transphobie, elle est vraiment centrale dans notamment les discours des autocrates comme Trump, Poutine, Erdogan, tout un tas de gens comme ça qui... en fait, créer une panique morale autour du fait qu'il y aurait trop de personnes trans, qu'on forcerait les enfants à transitionner, etc., etc. Des choses qui sont souvent basées sur un tissu de mensonges, mais qui sont très efficaces pour en fait asseoir leur pouvoir, pour motiver leur base militante et qui en plus ne sont pas comprises en fait par le camp d'en face, par les personnes qui veulent pas avoir l'extrême droite au pouvoir, qui veulent pas avoir des autocrates et qui du coup répondent de façon vraiment pas efficace. Beaucoup de gens à gauche, au centre, semblent se dire en fait les trans c'est une minorité, on s'en fout, c'est pas ça le vrai problème. Les vrais problèmes c'est de s'occuper de l'économie, etc. Le souci c'est que pendant ce temps le camp d'en face il marque des points sur les questions en attaquant les personnes LGBT, il marque des points en se présentant comme les protecteurs de la famille, les protecteurs des enfants, etc. Moi, je veux essayer de lutter un peu depuis un point de vue trans et d'essayer d'apporter ma pierre pour éclaircir la situation, éclaircir un peu les enjeux et voilà, c'est ce que j'écris actuellement. Vous avez eu l'occasion, en tout début de présence à l'île aux images, Manon avait organisé une rencontre avec des associations justement militantes sur Angoulême. C'est important pour vous aussi d'aller confronter cette parole-là avec d'autres collectifs, avec d'autres parcours pour venir nourrir justement le contenu de cet essai ? Oui, tout à fait. En fait, voilà, de base, je suis très contente en tant que femme trans de pouvoir écrire un livre politique qui soit pas juste un témoignage. Après, je pense que ce point de vue, il me donne une certaine vision des choses que tout le monde n'a pas. Après, dans les faits, je suis aussi une femme blanche qui vit à Paris, qui est de classe moyenne, etc. Mon point de vue à moi, il a, comme absolument tous les points de vue, ses limites, ses œillères. Et ce qui était très intéressant dans une soirée comme celle-là, c'était de rencontrer des personnes militantes LGBTQI qui étaient qui sont racisées, qui militent pour le travail du sexe, pour le droit des
contre la toxicophobie des personnes venant en fait de plein d'horizons différents, qu'il est super important aujourd'hui de ne pas oublier que moi, oui, je suis une femme trans qui est potentiellement appelée à être victime de la transphobie politique en France, mais je suis certainement pas la plus vulnérable et que on peut pas construire aujourd'hui un discours politique efficace sans penser aux différentes intersections des oppressions. Voilà, justement, l'intersectionnalité des luttes qui est un grand chantier parce qu'effectivement, ça demande de se positionner à plein d'endroits et de se dire que une personne n'a pas à choisir non plus l'endroit de sa lutte, de se dire je suis juste une personne racisée, c'est juste à cet endroit-là que je dois me batailler, à avoir un travail militant, mais c'est justement en réunissant et en allant chercher les endroits où il peut y avoir une addition aussi de discrimination et comment on travaille aussi ces luttes croisées. On va revenir juste à Angoulême. Angoulême, ça reste la ville aussi de la bande dessinée. Vous en parliez tout à l'heure. Au bout de 15 jours, en fait, est-ce qu'il y a des endroits, est-ce qu'il y a des moments... Alors, vous êtes arrivé en pleine canicule. Bon, ça aurait été pareil à Paris. Donc, voilà, mais est-ce que vous avez quand même eu le temps, en fait, de vous imprégner un petit peu de la ville et quelles seraient vos recommandations à vous? Qu'est-ce qui vous a touché dans Angoulême et que vous aimeriez partager à la personne qui prendrait votre suite en résidence, s'il y en avait une tout de suite après? Alors, mes points préférés d'Angoulême pour ces 2 semaines, c'est ceux où il y avait la clim. Mais à ce titre-là, par exemple, c'est pas un coin secret ou quoi, mais le musée de la BD était à la fois très frais, mais aussi ce qui était intéressant, c'est qu'en particulier, là, il y avait une exposition sur les comics LGBT, enfin LGBTQ comics, quelque chose comme ça, sur la bande dessinée gay, lesbienne, trans, queer en général. Et c'était une expo qui était vraiment bien faite. Il y avait énormément de choses à voir. J'ai passé beaucoup de temps à lire les différentes planches. Il y a des choses qui peuvent remonter assez loin. Je crois qu'on commence aux années 50 au moins aux États-Unis avec les Tijuana Bibles et puis beaucoup de choses qui ont été publiées dans des comics underground, dans des fanzines, des magazines, etc. Des histoires qu'on n'a pas encore aujourd'hui malheureusement trop l'habitude de voir racontées dans le milieu de la bande dessinée. Je parle pas de... Aujourd'hui, il y a quand même pas mal de bandes dessinées queer globalement qui sont produites, mais par contre, on connaît beaucoup moins notre passé, à part quelques grandes figures comme Alison Bechdel, qui publie encore, heureusement. Mais en fait, si on remonte plus loin, on peut trouver énormément de choses très chouettes qui ont été faites par le passé. Donc cette expo-là, elle est super. Je ne sais pas jusqu'à quand elle a lieu. Mais après, sinon, ce que j'ai beaucoup aimé dans Angoulême, en fait, c'est simplement de me promener dans les petites rues piétonnes du plateau. Il y a plein de petites boutiques avec des créateurs et il y a... on sent que, à la fois dans les gens qu'on croise, dans l'ambiance, etc., il y a beaucoup de personnes très créatives, beaucoup d'artistes dans cette ville, et du coup beaucoup de petites boutiques où on va trouver des cartes postales et des badges et des je ne sais quoi. On a tout envie d'acheter parce que ça a été fait aussi par les artistes du coin. Et je recommande en fait surtout ça, quoi, de se balader. Un truc qui m'a vraiment marqué et que je trouve génial, c'est
le fait qu'en fait il y a plein d'affiches pour des petits ou gros événements, que énormément d'entre eux sont réalisés c'est des illustrations qui ont été faites par des artistes très certainement locaux, même si c'est pas toujours signé, pour annoncer des concerts, etc. Et il y a une vraie identité du coup dans la vie culturelle de la ville autour du dessin. Dieu merci, on voit beaucoup moins d'affiches faites en IA que dans d'autres villes. On voit aussi moins de photos. Alors les photos, j'ai rien contre, mais en tout cas l'identité d'Angoulême, c'est beaucoup autour du dessin, et ça c'est assez génial. Alors oui, j'allais dire les affiches, c'est que si on va dans une boulangerie, ou voilà, mais peut-être un peu plus en périphérie, mais les associations de parents d'élèves, les comités des fêtes, là, ça pullule, et on disait qu'elles étaient toutes un peu travaillées pareil, la même composition, le même filtre, etc. Donc oui, ça fait du bien de voir cette diversité-là, en tout cas dans les rues d'Angoulême. Et alors, une dernière question qui va faire le lien entre votre appétence pour la bande dessinée, et vous parliez tout à l'heure de super pouvoir. Si vous, Daisy Le Tourneur, vous aviez un super pouvoir, lequel aimeriez-vous avoir ? C'est une grande question. Mais j'y réfléchis de temps en temps, parce que aussi j'ai un petit garçon qui a 10 ans, alors c'est une discussion qu'on aime bien avoir. Et puis voilà, j'ai découvert j'ai trouvé. J'ai découvert, grâce à mon petit garçon, un manga qui s'appelle One Piece, qu'il adore, qui est qui est pas top au niveau du féminisme, on va dire, mais qui a d'autres bonnes valeurs. C'est un peu un manga de pirates anarchistes, ce qui est assez sympa. Et dedans, il y a un personnage qui s'appelle Robin, qui a la capacité de se faire pousser plein de mains, ou d'ailleurs des jambes, etc. Elle peut même les faire pousser sur les murs au loin, etc. Moi, j'aimerais bien avoir comme ça, pouvoir me faire 12 mains, comme ça peut-être que j'arriverai à dessiner moi-même des bandes dessinées, ou en tout cas à écrire davantage, à écrire plus vite, tout en m'occupant de mon fils, en faisant mon travail, etc. etc. Ce serait assez génial, ça. Intéressant, très intéressant. Merci beaucoup, Daisy Le Tourneur. Donc encore une semaine de résidence à la librairie indépendante L'Île aux Images. On les remercie beaucoup. À l'occasion du Salon du Livre de Montbron, Manon est venue et vous a pris avec elle pour pouvoir présenter vos ouvrages. Quel est l'objectif en fait pour cette dernière semaine de résidence ? Est-ce que vous aviez projeté quelque chose en termes de nombre de pages? Quel était l'objectif de ces 3 semaines en fait? Alors l'objectif c'était de vraiment me lancer dans ce livre, parce que j'avais déjà écrit quand même un petit nombre de mots, quelques milliers, et je ne m'étais pas donné d'objectif exactement chiffré. Le but, c'était d'aller le plus loin possible, et surtout de lancer la machine, en fait. J'ai l'impression j'ai toujours dans les projets d'écriture un peu ce truc de, une fois que j'ai vraiment lancé, que je sais comment écrire ce livre, et ça se trouve, ça ne se fait que sur le tas, en fait. On peut y réfléchir, mais en fait, il faut écrire et voir quelle forme ça prend, et corriger un peu le tir, etc. Et au bout d'un moment, on trouve une façon de l'écrire, une façon d'expliquer, une structure qui marche. Et cette structure, je l'ai trouvée. Donc aujourd'hui, là où je parle, j'ai écrit à peu près 20 000 mots, ce qui fait la moitié d'un pas très gros livre. On verra ce que ça donne à la fin, de combien de mots je vais arriver, mais je pense que je vise plutôt quelque chose autour de 50 000. Et
Et du coup, là, mon but, c'est de faire encore le max jusqu'à la fin de la semaine. Mais surtout, je sais que, en fait, quoi qu'il en soit, la machine est lancée. Et je pense que d'ici la rentrée, j'aurai fini ou pas loin. Mais concrètement, j'ai 2 chapitres de complet plus une introduction. Et j'ai un objectif de 5 chapitres. Le 3e est en cours. Si je finis le 3e cette semaine, ce sera cool. Merci beaucoup Désilie Tourneur pour cet échange. On vous souhaite le meilleur pour cette dernière semaine, un peu moins chaude dans l'appartement aussi, et puis de profiter une dernière fois de ces petites rues. Voilà, la prochaine fois qu'on vous verra à l'île aux images, ça sera peut-être pour présenter l'ouvrage édité, donc ça sera super. On viendra à ce moment-là vous rencontrer de nouveau. Profitez bien de ce moment-là, c'est toujours précieux, les temps de résidence de création. Et puis on se dit à très bientôt. À bientôt, merci.